Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parentalité, de façon libre et éclairée, dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, où il n'y a pas de vérité ni de jugement. On partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Quand on parle de parentalité, on a tendance à croire que c'est avant tout une histoire de femmes. Heureusement, de plus en plus de papas s'affirment et souhaitent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, au micro du nid, nous recevons Juliette. Elle nous raconte son enfance et les 3 premières années de sa vie, où elle a été élevée par son papa. Puis, Manon, psychologue sociale, nous parle de l'évolution des schémas parentaux et des clichés qui restent encore trop présents dans notre société. Alors moi, Juliette, je voulais savoir où est-ce que tu as grandi et est-ce que tu peux nous présenter ta famille? Alors oui, j'ai grandi à Sainte-Croix-de-Cantiargues, dans un petit village perdu, avec, mes 2 petites sœurs. On a 2 ans d'écart à chaque fois. J'ai une petite sœur qui s'appelle Elsa, qui a maintenant 20 ans et une petite sœur qui s'appelle Émilie et qui a 18 ans. Voilà, et j'ai grandi avec mon papa et ma maman qui nous ont élevés dans un petit village. C'est un petit village pas loin de chez moi, je connais bien. Tu as grandi avec un schéma familial un peu différent puisque c'est ton père du coup qui s'est occupé de toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, voilà. Alors oui, ma maman a fait des études, très longues. Elle a étudié jusqu'à ses 32 ans. Donc du coup, ça a fait que quand ils se sont rencontrés, la situation faisait que c'était pas du tout le moment d'avoir des enfants, pas du tout le moment de construire un foyer, etc. Ils étaient en plus souvent en mouvement, ils sont partis vivre aux États-Unis pendant 2 ans. Donc, voilà, c'était pas du tout le moment, mais le temps passait et ma mère avait quand même le souhait d'avoir des enfants. Donc, à ses 33 ans, elle a décidé d'enclencher, on va dire, le processus. Et donc, du coup, elle a tombé enceinte, elle m'a eu. Et à ce moment-là, elle n'avait pas de poste, elle n'avait pas, aucun salaire n'était fixe pour ni l'un ni l'autre. Ils n'avaient pas de non plus de loyer fixe. Ils étaient dans des appartements qu'ils louaient, etc. Et du coup, il a quand même fallu assumer la situation. Et c'est vrai que mon père s'est directement porté volontaire pour m'éduquer. Ça a été un accord entre tous les deux. Mais quand on leur en parle, voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Et donc voilà, mon papa qui n'avait pas de travail à ce moment-là, qui, du fait de sa situation, parce qu'en fait, il est chilien, voilà, en Amérique latine. Et il a été exilé politique, donc du coup, ça fait que quand il est arrivé, il a dû apprendre une nouvelle langue, il a dû passer de différents diplômes pour obtenir des équivalences en France. Et on va dire qu'à cette période-là, on n'offre pas trop de chance aux personnes étrangères qui ne parlent pas trop la langue non plus. Donc, il n'avait pas de travail, il n'avait pas de poste. Donc, il s'est désisté. Il s'est désisté. Il a décidé de m'éduquer et j'ai passé, je crois, les 3 premières années de ma vie avec lui, pendant que ma maman travaillait et essayait d'obtenir un poste. Voilà. Mais à ce moment-là, quelle relation t'entretenais toi quand même avec ta maman? Est-ce que tu la voyais souvent ou est-ce qu'elle était très prise à ce moment-là par son travail, ses études? Alors, ma maman était très prise, donc j'ai pas un souvenir très clair, mais de ce qu'elle me dit, elle était vraiment très, très prise, parce qu'elle passait une thèse, je crois. Et ensuite, elle a enchaîné directement sur un concours pour obtenir un poste. Et je sais qu'elle y passait beaucoup de temps. Je crois qu'elle m'allaitait entre les pauses à sa thèse. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, je pense, pour elle aussi, de ne pas pouvoir s'occuper de son enfant, puisque c'était quand même son souhait d'en avoir. Elle voulait 4 enfants. Et à 30 ans, elle se disait, voilà, le temps passe. Mais je sais qu'elle s'est sentie un peu coupable, mais elle avait entièrement confiance en mon père. Du coup, ça ne posait pas de problème sur ce point-là. Elle n'était pas dans un sentiment de voilà, j'abandonne mon enfant, etc. C'était vraiment une frustration, je pense, plus qu'autre chose. Mais ça n'a pas. Elle était quand même là pour moi. Les moments où elle était là à la maison, elle était là avec moi. Ouais. Ouais, c'est difficile de tout gérer de toute façon. Et toi, quel regard ton entourage portait sur cette particularité, entre guillemets, parce que déjà aujourd'hui, c'est peu commun, et alors j'imagine qu'il y a 20 ans, ça l'était encore moins. Est-ce que voilà, ton entourage familial, l'entourage de tes parents, est-ce qu'il y avait un regard particulier sur la situation? Alors oui, oui. Alors
Dans ma famille, non, ça a été facilement compris puisque ils étaient tous conscients que c'était impossible pour ma mère de rester à la maison, étant donné que voilà, elle débutait et mon père était là, donc ça aurait été absurde que ce soit elle qui prenne un congé maternité si mon père était à la maison. Et, euh, et donc du coup, je crois qu'elle n'en a pas pris du tout. Elle s'est remise simplement de l'accouchement et elle est retournée directement travailler. Mais les gens autour, ma famille, non. Je crois que ça a été assez bien reçu. Ça n'a même pas été surprenant. Mais pour les gens autour, mon père m'a dit que quand il m'amenait à l'école, et même plus tard, puisqu'il s'est aussi occupé de mes petites sœurs, les gens lui disaient mais pourquoi c'est pas la maman qui les amène, des questions très déplacées en fait qui comprenaient pas. Et quand ils venaient nous chercher, on va dire les femmes du village, puisque c'était souvent les mamans qui venaient chercher les enfants, ils disaient mais pourquoi c'est toi qui viens les chercher, elle est où la maman, vous avez divorcé, etc. Et c'est vrai que mon père s'est senti bon. Il a toujours été un mur face à tout ça, donc ça l'a jamais vraiment atteint. Mais il se disait mais pourquoi en fait les gens me posent ces questions, je comprends pas. Oui, je reste le père de mon Je enfant. suis autant le papa que elle est la maman, donc du coup je peux très bien venir chercher mes enfants si je suis disponible à ce moment-là. Voilà. C'était plus un regard extérieur en fait sur les gens de l'école. En plus c'est un petit village, donc les gens dans les petits villages sont très très regardants de ces petits détails. Mais sinon non, niveau famille ça allait. Et est-ce que toi, tu te sentais différente? Est-ce que par rapport à des camarades de classe, du coup, j'imagine qu'au début, c'était ta normalité, et puis peut-être voyant que ça se passait autrement chez les autres, est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là, ou tu t'es toujours dit que c'était ta normalité, que tu l'acceptais et que ça t'allait très bien? Je me suis jamais posé la question en fait. Je me suis jamais vraiment posé la question puisque mon père a jamais voulu prendre le rôle de ma mère. Il a jamais essayé de combler un vide ou quoi que ce soit. Il a vraiment agi comme un papa. En plus, lui était orphelin. Donc, du coup, c'était très difficile pour lui d'apprivoiser ce rôle, de savoir voilà, où était sa place. Mais finalement, les places se sont très facilement trouvées. En plus, lui, il a toujours essayé de nous faire des activités. Il ne nous a jamais mis d'éléments, on va dire, je sais pas comment, enfin, électroniques dans les mains. Voilà, c'était quelqu'un qui nous faisait sortir beaucoup. Donc pour moi, c'était vraiment normal. Je regardais même pas, en fait, si c'était la maman, etc. Et puis je voyais aussi beaucoup d'enfants qui allaient à la garderie et le matin à 7h et le soir après 16h les cours. Moi, mes parents ne nous ont jamais mis en garderie. Sauf quand on leur demandait pour rester avec les copains. Mais sinon, c'est vrai que moi, j'avais jamais connu ça. Et mes amis qui restaient jusqu'à 18h à l'école, par exemple, moi, ça me surprenait. Mais Ouais. que mon père soit là à la sortie de l'école, jamais, non. Bah oui, bien sûr, parce que pour toi, voilà, c'était quelque chose d'heureux, Totalement. et comme tu dis, bon, vous avez fait beaucoup de choses, donc tu as un souvenir de ton enfant, j'imagine, assez rempli Oui. de découvertes. Est-ce que ton papa te parlait du coup espagnol? Oui, c'est ça, exactement. Ils ont essayé d'instaurer très vite, en fait, mais naturellement aussi, hein, le statut de bilingue. Voilà, c'était important aussi pour mon père que je comprenne l'espagnol, puisque toute ma famille se trouve au Chili, en Colombie, enfin, ses frères, sœurs, etc. Et donc, du coup, lui, il nous a toujours parlé espagnol. Ma maman nous a toujours parlé français. Et donc, nous, par contre, notre petit défaut, c'est qu'on lui a toujours répondu en français. On a toujours eu cette petite honte, on va dire, de lui parler espagnol, mais on comprend parfaitement, mes sœurs et moi, voilà. Et encore aujourd'hui, mon père nous parle toujours espagnol, ma mère nous parle toujours français. Et grâce à ça, ma mère a appris l'espagnol. Ah, c'est bien, c'est une Ouais, richesse, hein. Oui, c'est super. Ouais, mais non, c'est vrai que c'était très naturel. Après, voilà, moi, je me suis jamais sentie différente vis-à-vis de tout ça. Mais j'ai toujours pris ça pour un plus parce que les gens étaient étonnés quand on est enfant de savoir parler plusieurs langues. C'est étonnant pour les autres surtout dans un village. Ouais. Et aujourd'hui, quelle relation tu as avec ton papa par rapport à tes sœurs, du coup, qui n'ont pas eu la même enfance que toi? Je crois savoir que ton papa, il a retrouvé du travail, et du coup, ça n'a pas été la même chose pour tes petites sœurs. Est-ce qu'il y a une différence entre vous? Alors oui, effectivement, mon père a trouvé après, un petit peu après du travail, mais il restait quand même à temps partiel puisque c'était important quand même de rester le plus avec nous puisque voilà, après, on est très, très proches en âge, donc du coup, c'était important qu'il y ait quelqu'un qui soit souvent là pour nous parce que c'est pas rien, 3 petites filles. Mais alors, je sens que en fait, les relations ne sont pas, c'est pas une différence négative, c'est une différence plutôt positive. C'est vrai que mon père et moi, on est très très connectés. Par exemple, lui, comme il est écrivain, il m'a transmis son goût pour l'écriture. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus littéraire, je suis quelqu'un qui est plus axé sur l'art. J'aime tout ce qui, en fait, tout l'éveil qu'il a fourni dans mon enfance, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans ma vie. Je suis très sensible à des choses que, par exemple, mes sœurs auxquelles ne sont pas du tout sensibles, en fait. Mais sinon, les relations sont très différentes, mais très, très proches.
Moi, j'ai ce côté très spirituel, on va dire, avec mon père. Et mes sœurs, c'est plus voilà, le papa poule, puisque c'est les deux petites dernières. Donc, du coup, mais on est tous très proches. Et ça, je pense que ça a aidé aussi à souder notre famille, puisque avec mes sœurs, on est très proches. Mon père a toujours voulu qu'on fasse tout ensemble, qu'on soit tout le temps ensemble. Il n'a jamais fait de différence entre nous. Et il a aussi essayé de nous éduquer de la même manière, vraiment. Même si, par exemple, on était, par exemple, avec ma petite sœur, j'ai 4 ou 5 ans à peu près d'écart. Mais il a quand même essayé de nous éveiller de la même manière, de nous Bien amener au sûr. théâtre, de nous amener à la piscine les après-midi. Il faisait les activités avec nous, il nous amenait au petit paradis des enfants, il nous amenait un petit peu partout et il a toujours fait la même chose. Donc au final, je pense que ça a servi à quand même garder une solide relation entre... Ouais. Aujourd'hui, vous Voilà. êtes tous très proches. Oui, Donc, on c'est est très beau. proches. Et pour toi, quand tu entends des personnes dire qu'un papa peut pas aussi bien élever un enfant qu'une maman, voilà, qu'est-ce que tu as envie de répondre? On entend beaucoup parler dans les actualités quand on parle aussi de couple homoparental, ce genre de choses. Est-ce que pour toi, le statut de père ou mère, est-ce que ça joue? Qu'est-ce que tu as envie de répondre à tout ça, toi qui l'as vécu, du coup? Bah, je pense que vraiment, il y a pas de règles, en fait. Je pense qu'une maman peut très bien élever son enfant, comme un papa peut très bien élever son enfant, comme un papa seul peut élever son enfant et comme une maman seule peut élever son enfant. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Tout l'important, en fait, c'est dans la démarche dans laquelle l'adulte, enfin, le parent, gère la situation. Je pense que par exemple, pour moi, mon papa, je n'aurais pas vu une enfance différente au final, puisque je me suis pas sentie délaissée avec ma mère. Ça n'a pas du tout altéré la relation. Je suis très proche de ma mère aujourd'hui, mais j'ai cette richesse de me dire, voilà, mon papa a été présent pour moi. Quand j'entends, par exemple, des amis à moi qui sont très, très éloignés de leur papa, qui n'ont aucune relation, qui ont honte de certaines choses devant eux, c'est des choses que j'arrive pas à concevoir, puisque moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu. Il n'y a pas de... Enfin, je pense que ça a servi à vraiment consolider toutes les relations de ma famille. Et c'est important aussi de sensibiliser les gens au fait que le papa n'est pas le chef qui met les pieds sous la table et la maman et la poule pondeuse qui élève ses enfants et qui fait à manger, etc. Je pense que voilà, on est dans une société aujourd'hui qui peut parfaitement le comprendre. Enfin, je veux dire à mon époque, mais je suis jeune quand même. Mais à l'époque où j'étais petite, voilà, c'était peut-être un petit peu moins répandu. Mais aujourd'hui, je pense que chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. L'important, c'est l'enfant après. Est-ce qu'il est heureux? C'est l'essentiel au final. Que ce Bien soit sûr. sa maman ou son papa, si l'enfant est heureux, peu Ouais, importe. c'est ce qui est important. Est-ce que pour toi c'est important que le papa voilà prenne sa place au même titre que la maman voilà puisque toi tu as vécu un papa qui s'investissait beaucoup auprès de ses enfants, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est important pour tes futurs enfants? Alors oui, avec mon mari, on en discute beaucoup. C'est quelque chose qui est pas... Moi, j'ai le désir depuis très très longtemps d'avoir des enfants. Voilà, le fait est que je continue mes études, donc c'est peut-être pas le moment opportun. Mais on a toujours eu une discussion très très limpide à ce sujet, et on a toujours dit le premier qui à ce moment-là est stable est celui qui aidera à assumer le foyer à ce moment-là. Et au plus tôt qu'on pourra avoir un enfant, puisque c'est notre désir à tous les deux, on le fera et il y aura aucune différence, bien évidemment. J'ai envie que mon mari s'investisse activement dans cette aventure, en quelque sorte. Et lui, étant donné qu'il a été élevé que par sa maman, en plus, il a vraiment ce désir d'être là pour son enfant. Sa maman, elle a assumé les deux rôles. Donc, du coup, c'est vrai qu'il a été bercé par l'amour, etc. Et c'est vrai que lui, voilà, et même, il m'a dit, si tu fais carrière avant moi, si tu as un meilleur métier que moi, ça ne m'embêtera absolument pas d'élever nos enfants. Bien au contraire, je suis partant. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Manon, bonjour. Merci d'être au micro d'Uni. Alors, souvent, on dit que la maman, elle devient maman au moment où elle apprend qu'elle est enceinte, ou du moins que ça se concrétise pour elle. Pourtant, pour le papa, souvent, c'est un peu plus flou. À quel moment, alors même si j'imagine que c'est un peu au cas par cas, à quel moment est-ce qu'ils prennent conscience de ce qui se passe? Les papas, Oui. ils vont prendre conscience de ce qui se passe alors déjà pendant la période, les 9 mois de grossesse, même si finalement ils sont pas aussi
proche que peut l'être la maman, et puis il y a peut-être pas les mêmes ressentis. Mais au moment dès la naissance, pour le papa, tout se joue, le rôle de papa commence à se préciser, et puis après, tout au long du développement de l'enfant, c'est à ce moment-là qu'il va endosser son rôle de père de la manière dont lui il le voit, et la manière également dont il a été éduqué. Ouais. Socialisé de manière générale, oui. Par transmission. Par transmission. Est-ce qu'il y a un rôle pour l'équipe médicale, pour les personnes qui entourent les futurs parents, qui est important d'implication pour le papa? Est-ce que leur façon d'être ou la façon dont ils vont l'impliquer ou lui donner son mot à dire, lui expliquer les choses au même titre que ne pas s'adresser seulement qu'à la maman, etc. Est-ce que tout ça, ça joue dans le papa en devenir? Bien sûr, tout va se jouer aussi à ce moment-là. Et c'est bien aussi que finalement les professionnels se rendent compte qu'impliquer le papa aussi dès la naissance, c'est très important. Le papa, pendant un long moment, il a joué un rôle finalement... j'ai tendance à dire très institutionnel, le chef de famille, celui qui a le rôle d'éducation de ses enfants. Et puis, plus ça va, et surtout depuis le XXe siècle, je dirais, le père, il va avoir aussi un rôle relationnel avec l'enfant. Et aujourd'hui, c'est important que dans les maternités, on implique de plus en plus ce papa. Dans le pot à pot, je pense que ça se fait de plus en plus. Et aussi sur ses ressentis, qui puissent aussi s'exprimer, parce qu'on demande beaucoup à la maman ce jour-là, mais le papa a aussi des émotions, a aussi des ressentis, va aussi rencontrer pour la première fois son enfant. Donc finalement, c'est bien que... Et puis de nos jours, je pense qu'on implique de plus en plus le papa dans cette étape. C'est vrai que quand on y pense, il y a quelques années, les papas n'avaient même pas le droit d'assister à l'accouchement, ce qui paraît dingue aujourd'hui, mais c'était courant, quoi. C'était pas, on estimait que c'était pas leur place, alors que complètement. Est-ce qu'en 2020, c'est plus facile de s'imposer comme père et d'affirmer qu'on a envie de s'occuper des enfants de façon égale? Je pense que c'est plus facile. Il y a encore tout un tas de représentations du papa qui sont très genrées. C'est encore le cas, mais c'est, je pense, déjà plus simple pour un papa de dire j'aimerais diminuer mon activité pour m'occuper de mes enfants. Rien qu'un papa qui part plus tôt du travail pour aller chercher ses enfants, il a moins l'air d'un ovni qu'il y a certains temps. Ouais. Ça se fait de mieux en mieux, mais il y a encore quand même des représentations sur le père de famille. Il a quand même ce rôle d'éducation de papa, Ouais, qui un peu à la dure. Oui. C'est vrai que ça reste un énorme tabou quand même pour beaucoup de familles, d'autant plus quand les mères travaillent. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça vient de l'éducation? Est-ce que c'est parce qu'on sait que dans certains pays ça avance plus ou moins que d'autres? Quels sont les facteurs qui j'ai envie de dire, augmentent ou diminuent ce degré d'anormal? Parce que souvent, et moi c'est ça qui est assez marrant, enfin en tout cas qui m'interpelle, c'est que mon mari, quand il dit qu'il est père au foyer, on trouve ça, ah là là, c'est fou, c'est incroyable. Alors que quand c'est une maman, soit on la dénigre, soit on trouve ça normal. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est plus on en parle finalement, plus ça devient normal. La norme, c'est anormal quand on n'a pas l'habitude, ce qu'on connaît pas, et ça fait peur forcément. Donc oui, il y a une part culturelle en effet, parce qu'on voit bien que dans les pays du Nord notamment, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous, ne serait-ce que sur le congé parental. Et bon, est-ce que c'est avancé? Parce que finalement, ça c'est un jugement de valeur de ma part, mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont avancés. Mais oui, culturellement, il y a forcément une différence, et ne serait-ce que la manière dont on est éduqué de base, on évolue aussi en fonction de sa culture, de son pays, et de la manière dont ça fonctionne, et des lois aussi qui sont... je pense que le fait d'avoir rallongé, que le congé parental pour le père soit plus long, ça a quand même une incidence sur la manière dont lui, il va intégrer sa parentalité et son rôle de père. Mais je pense que ça a tendance là maintenant en France en tout cas, on commence de plus en plus à en parler. Après, il y a encore, alors c'est vrai, une femme qui s'arrête de travailler pour élever son enfant, c'est normal. On va lui demander pourquoi, elle va donner 2-3 arguments, ça passe très très bien.
Un homme, il va falloir quand même qu'il ait des arguments encore un peu masculins, quoi. C'est ou qu'il soit vraiment soit qu'il y ait eu une décision du couple parce que, par exemple, madame gagne mieux sa vie ou une carrière un peu, développe sa carrière. Mais du coup, l'homme va vraiment avoir tendance à le justifier comme étant une valeur pour lui. Dans son rôle de père, c'est très, très important. Il y a encore besoin de ce côté je suis sûre de moi. Ouais. En même temps, on va le féliciter aussi alors qu'il fait son rôle de père. Ouais, complètement. C'est comme des remarques qu'on peut dire aux mamans. Moi, j'ai eu certaines remarques qui disent « Oh là là, t'as de la chance, ton mari t'aide. » Ah oui, Eh oui. le mari qui aide. Et voilà. Et en fait, il ne m'aide pas. Il a son rôle de père et de mari comme j'ai le mien. Et on se partage les tâches différemment parce que lui, pour le coup, est à la maison de façon permanente. Mais c'est dans des petites choses comme ça du quotidien qu'on se rend compte que c'est c'est un peu du sexisme ordinaire en fait. Oui. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des papas qui souhaitent être père au foyer, par exemple, parce que c'est un peu le sujet de l'épisode, et qui reçoivent des remarques très violentes, très virulentes de la part de l'entourage? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer ça? Ce serait hypocrite de ma part de dire finalement on s'en fiche de ce que pensent les autres. Qui s'en fiche de ce que pensent les autres personnes finalement? On est toujours un peu affecté et puis on a aussi besoin de l'approbation de nos parents, de notre famille, de la belle famille. Et ça c'est pas toujours le cas parce que on a aussi une nouvelle génération qui a tendance justement à casser ces stéréotypes de genre qui collent à la peau. Bon, déjà, le premier conseil, c'est forcément, ce sera pas facile d'essuyer des remarques, mais quand on est sûr de son choix et que c'est pas quelque chose qui nous a été imposé, forcément, on a déjà plus de facilité à l'accepter. Donc, j'aurais tendance à dire de rester, je dirais, en phase avec sa décision d'être père au foyer. Et puis, surtout, de savoir vraiment et d'être sûr de la raison pour laquelle on le fait. Et que ce soit bien un choix qui nous est propre, finalement. Oui. Et peut-être, moi, j'ajouterais le fait de s'entourer aussi de personnes qui sont dans le même quotidien que nous. Je sais que Samuel, moi, ça l'a beaucoup aidé de faire partie d'une association avec d'autres familles, dont beaucoup de mamans au foyer. Alors, pour le coup, c'est le seul papa. Mais cet échange entre adultes qui ont pris la décision de se consacrer à l'éducation de leurs enfants et d'arrêter ou de ne pas reprendre le travail, voilà. Ça a permis aussi de créer un lien social qui est important parce que des fois on a un peu l'impression d'être seul contre tous dans ces moments-là. Et dans la même... oui, c'est vrai. Et pareil, de ne pas forcément... d'arriver aussi à se détacher des personnes qui peuvent être nuisibles par rapport à leur jugement. Moi, je me souviens d'un papa, il n'était pas père au foyer, mais c'est lui qui avait réduit son temps de travail pour aller chercher les enfants à l'école. Et quand il allait chercher les enfants, il essuyait des remarques. C'était il y a longtemps en plus, donc il essuyait des remarques des autres mamans du style je sais pas ce que fait sa femme, mais alors elle s'occupe pas de ses enfants. Lui, il y avait toujours tout plein, il faisait jamais les choses vraiment correctement. Et finalement, du coup, il restait pas discuter avec les mamans. Je pense que d'une certaine manière, ce qu'il entendait ou des petites questions un peu un peu bizarres qu'on lui posait, et au bout d'un moment, voilà, il a décidé de pas rester il va chercher ses enfants et il repart, quoi. Parce il se protège. Il se protège, voilà. Et alors, comment est-ce qu'on peut aborder l'idée de virilité avec tous les préjugés qui l'entraînent, je veux dire, auprès de ses enfants? Là, je parle vraiment d'un point de vue plus éducatif. Quand on est parent d'un fils ou d'une fille, on a, je trouve, moi, cette responsabilité de leur proposer aussi une éducation non genrée et non stéréotypée. Comment est-ce qu'on arrive à se détacher de ce qu'on a nous-mêmes vécu Généralement, c'est très implicite. Donc, c'est difficile. Et généralement, ce qu'on va répondre du tac au tac, ça va souvent être un stéréotype pour ce qui est du genre, mais même pour d'autres stéréotypes, parce que finalement, c'est tellement presque inconscient qu'on a tendance à le dire comme ça. Et donc, c'est très difficile à identifier. Mais je pense qu'avec les enfants, ça peut aussi, le fait d'en prendre conscience et de se rendre compte qu'aussi, en tant que parent, on s'en rend pas toujours compte. Des fois, on a tendance, par exemple, si on a un garçon, une fille, à faire des différences. C'est d'essayer ensemble, avec l'enfant, de manière collaborative, d'identifier tous ces stéréotypes et ces différences dans les traitements de valeurs, sans se juger, parce que forcément, on est élevé avec, donc c'est normal, presque.
Voilà, d'essayer de les identifier et de voir comment est-ce qu'on peut faire autrement, d'y réfléchir aussi avec les enfants quand ils sont en âge d'y réfléchir aussi. Mais je pense que c'est un travail de longue haleine, même dans l'éducation. À l'école ou même au parc, par exemple, en discuter avec les enfants. Voilà, il y a un enfant qui a fait ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Est-ce que tu es obligé, toi, de fonctionner de cette manière-là ? Qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir obligé de fonctionner comme ça ? Faut très tôt en discuter. Oui, ça passe par beaucoup de choses. J'avais écouté tout un épisode là-dessus. On parlait du fait que, par exemple, les petites filles, on avait tendance à dire qu'elles pleuraient davantage. Les petits garçons, enfin, il y avait tout un truc. On prend plus facilement les petites filles dans les bras comparé aux petits garçons. Et c'est des choses qui sont assez inconscientes en fait, mais qui sont tellement ancrées qu'on ne remarque plus, mais sur plein de choses. Moi, le nombre de fois où je me suis pris des remarques par des vendeuses dans des magasins de vêtements pour bébés, où il y a carrément une vendeuse un jour qui a refusé de me vendre un pantalon rose à mon fils parce qu'elle considérait que c'était inapproprié. Enfin, il y a vraiment eu des scènes assez marquantes et c'est difficile parfois d'y faire face puisque on se sent jugé en fait, et déjà qu'en tant que parent, c'est un peu le quotidien de chacun. Donc oui, c'est très important, je pense aussi d'en discuter dans le couple et d'être vraiment en accord sur tout ça parce que des fois il y a l'envie de bien faire et puis il y a la réalité qui nous rattrape. Qui rattrape, tout à fait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le système légal et les congés parentaux laissent vraiment la place à ce choix, notamment du père, voilà, de se consacrer à l'éducation de ses enfants? Ou est-ce que pour toi, il y a un dysfonctionnement déjà dans la durée et puis dans la répartition? Je pense que là encore, on induit finalement le fait que c'est la maman qui va prendre plus parce qu'elle a besoin de plus. Finalement, on identifie, je pense, mal le besoin parce que les seules personnes qui peuvent vraiment identifier le besoin, c'est le couple. Et finalement, on empêche presque cette discussion dans le couple de se dire qui prend le congé, qui va prendre plus, qui va prendre moins, en fonction de son activité, en fonction de leurs valeurs de couple, en fonction de ce qu'ils veulent, de chacun, la place qu'il veut prendre aussi dans la famille. Et je pense que pour ça, on est encore c'est encore très défaillant parce que on influence énormément le choix des parents. Quand on compare aux pays étrangers qui disposent d'un temps et qui peuvent se répartir, voilà, autant même dans les pays du Nord, je sais que je me souviens plus exactement, mais il y a 1 an et 6 mois qui peuvent être répartis, donc entre les deux parents. Et puis même, de toute façon, moi, je trouve que le congé parental, on le répétera jamais assez sur le nid, mais est beaucoup trop court, que ce soit pour la mère, pour le père, pour le couple. C'est scandaleux que des personnes qui soient, moi personnellement, dans l'entrepreneuriat, on ait 15 jours de congé, que après, voilà, moi j'ai eu la chance de pouvoir aménager, mais quand on est infirmière libérale et qu'on peut pas faire autrement que de se déplacer, c'est violent, c'est très violent, je trouve, pour les familles en fait. Donc bon, on espère que les choses vont avancer là-dessus. Là, j'y pense, il y a aussi le rôle de la maman dans tout ça finalement, parce que quand le papa est au foyer, il peut y avoir aussi chez la maman, j'imagine, une sorte de culpabilité de se dire est-ce que finalement je ne fais pas mon rôle de mère parce que le rôle de la maman c'est s'occuper du foyer, c'est un rôle de soin pour les enfants. Complètement. Et ça aussi, je pense que c'est pour la maman, c'est bien de pouvoir s'entourer, de pouvoir en discuter avec d'autres mamans, se déculpabiliser de ce rôle qu'elle est censée tenir. Que voilà, en fait, finalement, ça n'empêche pas d'être une très bonne maman, de faire. Finalement, on n'a jamais reproché à un papa de ne pas le faire, donc pourquoi, ou en tout cas de ne pas le faire à temps plein, pourquoi on le reprocherait à une maman? Et finalement, il y a aussi ça, le côté... C'est comme si, en fait, on devait être rangé dans des cases. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je sais que je savais exactement ce que je voulais pour ma maternité. Et je savais très bien qu'il y avait un temps pour tout et que je voulais prendre ce temps auprès de mon enfant, mais qu'après, j'allais reprendre le travail à l'extérieur. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et je pense que c'est vraiment très important de le dire. On peut être maternante, on peut même allaiter longtemps. Moi, on m'avait dit, mais comment tu vas faire avec les déplacements
déplacements, etc. Et je me suis toujours dit qu'on trouverait une organisation, on trouverait une possibilité pour être au plus proche de nos choix. Tout ne se passe pas toujours comme prévu dans la maternité, dans la parentalité, mais quand on a des convictions et qu'on a envie de les porter loin en tant que couple, en tant que famille, les choses s'organisent très bien et il ne faut pas se laisser rentrer dans des cases parce qu'en effet, on peut être une très bonne maman et ne pas être là 100% du temps. Voilà, Tout à fait. c'est de la qualité avant la quantité. Mais c'est très bien de pouvoir en parler en plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Et que c'est justement ce genre d'outils qui sont très utilisés aujourd'hui par la nouvelle génération. Et qu'on se le dise, hein, c'est elle qui va être aussi porteuse de changement. Et c'est très important de pouvoir communiquer là-dessus, casser un petit peu ce qui jusqu'ici nous paraissait complètement anormal, bizarre. Non, là, plus on en parle, moins c'est bizarre. C'est ça, complètement. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas surtout à nous noter et à nous faire tous vos retours. On a hâte de lire vos commentaires et moi je vous dis à très vite dans un prochain épisode.